Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Adoption du projet de révision de la Constitution en Conseil des ministres sénégalais le 17 avril. Une première étape qui ouvre la voie à la suppression du poste de Premier ministre, une réforme voulue par le président Macky Sall. Les prestations de la justice rwandaise sont en nette amélioration depuis le génocide de 1994. En 25 ans, le pays des Mille Collines a procédé à la reconstruction de son secteur judiciaire avec des résultats satisfaisants selon les autorités. Et le secteur informel est une mine d'opportunités en République du Congo. Il a généré plus de 3 milliards de francs CFA dans l'économie congolaise en 2017, mais il souffre encore de sa non-inclusion dans le tissu économique national. Mais tout d'abord, en Ouganda, la Cour suprême a validé ce jeudi 18 avril la suppression de la limite d'âge de 75 ans pour la présidence, une disposition approuvée en décembre 2017 par le Parlement, largement dominé par le parti au pouvoir, et validée par la Cour constitutionnelle malgré le recours en appel de l'opposition en juillet 2018. Cette disposition permet au président Yoweri Museveni de se présenter à nouveau en 2021. Notons également que la limitation de 2 mandats présidentiels réintroduite en 2017 n'entrera en vigueur qu'à la prochaine élection présidentielle en 2021. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, pourra donc se présenter à nouveau à 2 reprises s'il le souhaite. Les discussions pour la suppression du poste de Premier ministre sont en cours au Sénégal. La première étape a été franchie avec l'adoption du projet de révision de la Constitution en Conseil des ministres le 17 avril. Une réforme voulue par le président Macky Sall et qui doit maintenant être examinée par les parlementaires. Du côté de la population, les avis sont partagés. Reportage de notre correspondant Ella Djenjaï. Le poste de Premier ministre bientôt supprimé au Sénégal, le gouvernement a adopté ce mercredi 17 avril 2019 le projet de révision de la Constitution. Le dit projet devrait mener à la suppression du poste de Premier ministre. Le chef de l'État Macky Sall avait annoncé sa décision de se passer de Premier ministre le 6 avril, quelques jours après sa prestation de serment. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose de grave ou de dramatique, c'est quelque chose qui est dans l'ordre normal de la nouvelle organisation qu'il veut amener pour avoir de meilleurs résultats. Maintenant, il faut l'attendre et le prendre au résultat. Je dirais même que c'est une sanction qui ne dit pas son nom. Parce que la lenteur dans l'administration, c'est ce que est en train de vouloir sanctionner le président de la République, Macky Sall. Cette mesure permettra au président de conduire ses politiques et d'accélérer les transformations de l'économie sénégalaise. Par contre, certains Sénégalais estiment que cette mesure renforcera seule les pouvoirs du président Macky Sall. Ce que Macky Sall veut faire est anormal. Il veut tout mettre sur lui. Le poste de Premier ministre est très important ici. Déjà, il a assez de charges sur lui. En tant que président, il a beaucoup de choses à faire. Donc s'il veut encore gérer ce poste, est-ce qu'il aura le temps ? Je pense qu'il a d'autres calculs comme un bon politicien. Ce texte va être soumis pour approbation à l'Assemblée nationale. Pour rappel, le Sénégal, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 et au début des années 1980 sous celle d'Abdou Diouf. Également dans l'actualité, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga n'aura pas attendu le vote des députés pour démissionner. Il a présenté ce jeudi 18 avril sa démission et celle de son gouvernement au président Ibrahim Boubacar Keïta qui l'a accepté. Le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance envers celui qui a été son Premier ministre durant 1 an et 4 mois. Rappelons qu'une motion de censure du gouvernement avait été déposée le 17 avril par des députés de l'opposition et de la majorité. Une motion qui devait être examinée par l'Assemblée nationale ce vendredi 19 avril.
En 25 ans, le Rwanda a procédé à la reconstruction de son secteur judiciaire, une nécessité après le génocide de 1994. Le pays des mille collines est souvent cité en exemple de développement sur le continent africain, ce dont se félicitent les autorités du pays qui jugent les résultats du système judiciaire satisfaisants. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaisenga. Prestation de serment des quelques autorités rwandaises ce 18 avril 2019 devant le président de la République. Parmi eux, Tugireyezu Venansi, une nouvelle juge à la Cour d'appel du Rwanda, l'une des nombreuses réformes récemment introduites dans le système judiciaire rwandais. Nous avons créé la Cour d'appel essentiellement pour deux raisons. Nous ne voulions plus déborder notre Cour suprême qui devra seulement s'occuper des cas spécialement choisis, notamment des cas rares qui pourront servir de leçon. D'autres cas généraux devront être traités au niveau de la Haute Cour. Avant d'apporter des réformes, il a fallu aux autorités rwandaises de reconstruire tout l'appareil judiciaire qui avait été complètement détruit durant le génocide de 1994 au Rwanda. Et le barreau national des avocats a été fondé en 1997 avec seulement 37 avocats. Aujourd'hui, il compte plus de 1200. Un parcours impressionnant, même s'il reste encore du chemin à faire. Il faut qu'on construise nos connaissances, qu'on améliore la qualité de nos membres, les 1200 avocats qui soient à un niveau tous international. Ça prend du temps, mais on est satisfait de là où on en est pour le moment, même s'il faut toujours améliorer la situation. En 2017, le Rwanda a introduit un système électronique de gestion des cas judiciaires pour diminuer le coût et le temps que prenaient les procédures judiciaires. Et pour mieux atteindre cet objectif, en 2018, le Rwanda a créé la Cour d'appel qui est venue assister la Haute Cour et la Cour suprême. En République du Congo, le secteur informel joue un rôle important dans l'économie du pays. Preuve en est, il a généré plus de 3 milliards de francs CFA en 2017. Mais ce secteur souffre encore de sa non-inclusion dans le tissu économique national avec un faible taux de bancarisation. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. En 2017, l'économie informelle a généré plus de 3 milliards de francs CFA au Congo-Brazzaville. Cependant, seulement 16,37% des unités économiques disposent d'un compte bancaire et moins de 3% d'entre elles ont acquis des prêts. L'accès aux services bancaires des unités économiques demeure relativement faible, soit à peine 1,56% de l'ensemble du secteur informel du Congo. À cet effet, 91,8% de financement se font sur fonds propres. Pour diversifier l'économie, il faut nécessairement impliquer les petites et moyennes entreprises qui sont dans différents secteurs d'activité, en particulier le secteur agricole, le secteur de transformation agricole, les services. Les données officielles font savoir que les unités économiques mobilisent plus de 73 000 individus actifs exerçant dans 40 200 unités économiques. Pourtant, comme avec les financements, ces acteurs du secteur privé bénéficient très peu d'une assistance technique. À peine 5,24% des acteurs ont été assistés. Le processus, vous savez, lorsqu'on est une petite entreprise, il faut croître. Et pour croître, pour devenir une moyenne entreprise, puis plus tard, si les conditions sont réunies, devenir une grande entreprise. C'est ce processus-là qu'il faut que l'État appuie pour que le secteur informel puisse s'impliquer véritablement dans l'économie nationale. Donc il faut améliorer le climat des affaires. C'est l'une des conditions pour pouvoir favoriser la transition de l'informel au formel. Les financements existants sont concentrés à Brazzaville, qui attire 47,61% des fonds de soutien, suivi de Pointe-Noire avec 42,04%. Les localités rurales sont les plus touchées par le manque de financement, à l'exemple du département de la Cuvette, où aucun promoteur n'a reconnu avoir bénéficié d'un soutien financier. Au cours de ces dernières années, le Burkina Faso s'est classé 5e destination touristique en Afrique de l'Ouest. Une position acquise notamment grâce aux initiatives lancées dans les secteurs culturels et touristiques. En effet, près de 1,5 milliard de francs CFA ont été investis dans une centaine de projets culturels en 2 ans. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les autorités se félicitent de la multiplicité des initiatives culturelles et touristiques. On observe en 2019 un regain d'activité dans ces secteurs avec une meilleure production que de par le passé. Une nette amélioration due à la récente structuration de ces leviers longtemps restés embryonnaires.
Lancé en 2016, le Fonds de développement culturel et touristique, en 2 ans de fonctionnement, a levé 1,4 milliard de francs CFA au profit de 105 projets. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir produit des effets d'additionnalité. Je commence par exemple par cette industrie de textile, de mode et de design et de couture que nous avons financé. Le porteur du projet depuis 40 ans se promenait avec son projet et n'avait pas de financement. Dans sa spécificité de soutenir les aspects non marchands des industries culturelles et touristiques, le fonds bénéficie d'une dérogation spéciale qui lui permet d'accorder à la fois subventions et crédits. Oui, je crois que c'est curieux, mais tout naturellement, les dossiers qui nous viennent, généralement, sont orientés vers les jeunes. Bien entendu, après la structuration, l'aspect viable, l'aspect rentabilité en ce qui concerne le prêt. Tous les domaines relevant des arts et du tourisme sont a priori éligibles à ce fonds qui, dans un tout autre volet, encourage la diversité culturelle et la sauvegarde du patrimoine culturel burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.